Interview de Sébastien Léral par Elena Garcia. Bonjour Sébastien, Bonjour. comment vas-tu? Ça va très bien. Peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours? Je suis un enfant de la campagne. Je suis né à Rodez, dans l'Aveyron. Oui, Voilà, j'étais très proche de plus des champs que des musées. Mais depuis tout petit, depuis 8 ans, voilà, je savais ce que je voulais faire. Je voulais en tout cas faire au moins de la peinture et être artiste. Et donc voilà, j'ai attendu patiemment de pouvoir rentrer aux Beaux-Arts de Toulouse. Et puis voilà, avec la ferme intention d'être artiste. Et du coup, bah voilà, c'est ce que je suis aujourd'hui. En sortant des Beaux-Arts, j'ai immédiatement monté des ateliers, puis j'ai rapidement travaillé pour moi. Et voilà. d'accord. Et penses-tu que cette formation aux Beaux-Arts t'a apporté toutes les clés pour réussir? Alors, toutes les clés pour réussir, alors pas toutes les clés d'abord, parce que je pense que c'est une pratique du corps avant tout. Alors, on n'est pas juste sur une réflexion et une pérégrination mentale. Donc, elle m'a apporté un certain nombre de clés et certainement que je n'étais pas très mature à l'époque pour pouvoir ouvrir un certain nombre de portes, mais en tout cas, une fois digéré, avec un peu de temps, oui, ça m'a permis vraiment de trouver plein de cheminements, plein de questionnements, ouais, effectivement. Voilà. En me laissant aussi, alors c'était les Beaux-Arts de Toulouse avec une formation, on est dans les années 90, la peinture est morte, donc on Oui, n'avait pas d'accès à une technicité. Et la technique, qui veut dire des techniques, elle peut être aussi enfermante que délivrante. Donc ça m'a laissé comme ça sans bagage technique, ce qui mhm, m'a demandé à moi de travailler ça seul. Et par contre, avec plein de petites étoiles dans la tête. Voilà. Et des choses très, très fortes sur la relation humaine, sur la relation à l'autre, sur qu'est-ce que c'est que. Bon, la peinture était morte pour diverses raisons, donc qu'est-ce qui l'a tuée, qu'est-ce qui en faisait quelque chose de bien à continuer à travailler. Si elle était morte, eh c'était peut-être là qu'il fallait justement essayer d'aller trifouiller les endroits qui ne semblaient plus avoir d'intérêt. Et voilà, est-ce que c'est un outil qui a du sens ou est-ce que c'est ce qu'on en fait? Voilà, ça me paraissait un peu bizarre de pouvoir dire qu'un outil était mort. C'est comme si on disait le marteau, aujourd'hui, c'est mort. Tout ça oui, parce qu'on a je sais pas, des systèmes de pression. Voilà, voilà, ça me semblait un peu à questionner en tout cas. Voilà. Justement, c'est euh, parce que ce passage à ces beaux-arts-là, dans ce moment-là, avec ces personnes-là, que, alors je ne sais pas, c'est par défi enfantin certainement, hein, mais j'avais déjà beaucoup d'intérêt pour la peinture à l'huile et la figuration. J'étais vraiment pas bon peintre, hein, si tant est que je le suis aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque je ne l'étais pas. En tout cas, ça résonnait comme pas un défi, mais en tout cas de dire, ben voilà, ça va être là, ça va être en figuration, ça va être avec la peinture à l'huile, et de voir effectivement qu'est-ce que c'est que la peinture à l'huile aujourd'hui, en figuration. Voilà. d'accord. Et comment tu pourrais décrire ton art et qu'est-ce qui te pousse à créer? Qu'est-ce qui me pousse à créer? Je dirais que c'est un petit peu la même chose que quand j'avais 8 ans, heu, Oui, qui m'avait, voilà, déjà éclairé sur le fait que je voulais être artiste. Et c'est toujours la phrase que je sors un petit peu, de manière très générale, c'est changer le monde pour moi. Mais changer le monde avec, le le regard d'un enfant de 8 ans. C'est toujours en étant, assez, naïf et à la fois assez pragmatique, hein, oui, et de voir qu'est-ce que, voilà, quand je vois autour de moi ce qui se passe, je vois qu'il y a de plus en plus de divisions. Tous les sujets sont bons pour qu'on soit divisé, que ce soit le sexe, la religion, aujourd'hui, les choix scientifiques de certains contre d'autres, on prend parti, on est complètement en partie, en partie divisé comme les parties d'un gâteau. On a peu de liens, et alors que moi, j'ai le sentiment, en tout cas j'ai grandi avec ce sentiment, que la culture, c'était vraiment l'endroit où on faisait du lien. Alors, c'est certainement la partie politique de la culture qui me motive. Voilà. Voilà d'accord. pourquoi ce travail me plaît, ce métier me plaît, parce que c'est aussi un métier pour moi. Voilà, c'est une action sociale dans laquelle on expérimente des champs politiques qui sont oubliés par la politique politicienne, et qu'on va travailler aussi avec le corps.
Voilà, c'est un peu le point de jonction, certainement, entre la politique, la philosophie, l'école, l'enseignement, peut-être aussi les armées, certainement un grand moyen de faire des guerres, la culture. Alors, une guerre culturelle, bien sûr, c'est-à-dire Mhm. renverser des idées préconçues, etc., dans ce sens-là. Donc en fait, tu fais de la peinture, des performances. Tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ton travail plastique? Ouais, c'est vrai que le départ, ça a été vraiment de la peinture sur châssis toilé, donc quelque chose de très classique. Oui. Et, lentement, tout ça s'est ouvert. Et comment dire, pour aller chercher des questionnements un peu plus précis par rapport à ce que je viens de dire sur cette idée de mise en lien, lentement, les protagonistes de l'œuvre peinte sont rentrés dans le process. C'est-à-dire que le modèle commençait à venir intervenir sur son propre portrait que j'étais en train de faire. Le galeriste avait une place capitale dans l'exposition qu'il était en train de présenter, où l'acheteur pouvait acheter la toile, mais avec un revirement de situation dans lequel il allait devenir modèle, etc., etc. Voilà. Et lentement, ça a basculé avec un travail de tatouage sur Mmh. lequel ma peau devenait la toile, en quelque sorte, au départ. C'est-à-dire que la peinture, oui, c'est la peinture à l'huile sur toile, mais la peinture, c'est un signe aussi, c'est un mode d'expression. Et, et le tatouage, effectivement, a pris une grande part dans ce mode d'expression et de revendication toute personnelle. Donc, c'est un outil pour moi avec Mmh. lequel je travaille aussi bien que la peinture. Donc, quand je laisse les gens venir parfaire mon espace de créatif, je les laisse aussi bien, enfin en tout cas j'interroge ma capacité à les laisser venir transformer mon corps dans sa capacité à transporter des messages, etc. Voilà. Et c'est un travail de fond sur la liberté. Alors, toujours un peu compliqué comme ça sur une interview assez courte Oui. finalement d'expliquer 20 ans de recherche, mais voilà. Donc, c'est deux supports qui m'intéressent et à la fois la performance, elle vient là comme une réflexion sur le temps. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est dans l'atelier, on a tout le temps de parfaire, de reprendre, d'achever, de parachever, de revenir. On est un peu le maître du temps parce que finalement, l'objet, ce qu'il en sort, c'est quelque chose dont on aura décidé un peu la fin et les moyens. Mmh. Pour moi, la performance, c'est un endroit dans lequel on ne maîtrise rien du tout. L'artiste ne maîtrise pas, pour moi, il donne aux éléments la capacité d'avoir chacun une prépondérance sur ce qui se passe. Et c'est ce qui m'intéresse vraiment dans la performance. Voilà. Donc c'est une Voilà, œuvre participative aussi, voilà, c'était la prochaine, ce sera à Venise avec l'invitation sera faite au public de venir me tatouer librement. Oui. Et voilà, c'est un questionnement sur ce qu'est la liberté, en tout cas sur l'interprétation de textes de Camus, par exemple. Et voilà, je me pose. Il y a un tatoueur qui gère tout ce qui est propreté, prise de soin, etc. Et les spectateurs viennent librement s'écrire dans moi, on va dire. Et c'est très, très intéressant. Je ne connais pas les gens. Je ne les vois pas parce que je suis encagoulé. J'ai Ah une d'accord. tenue. Voilà. Je ne parle pas non plus. Donc, s'ils ne viennent pas me voir après, je ne sais pas leur intention. Parfois, je le sens. Il y a des gens qui sont là aussi pour faire mal. Il y a des gens toutes les intentions sont là. Il y a des gens qui sont là vraiment pour me laisser un message fort. Il y a des gens qui font parfois 1200 km pour venir participer à ça et qu'on ait un vrai lien comme ça. Donc voilà, puis ça reconditionne aussi qu'est-ce que c'est que le tatouage aujourd'hui. En fait, c'est un outil qui permet à chacun de s'écrire et de s'écrier comme il en a envie. Mmh. Et ça, c'est encore quelque chose à défendre, là où chacun veut que le tatouage soit sa version, sa vérité. Ouais, le tatouage, c'est ce qu'on veut, ça appartient pas plus aux Maoris qu'aux pirates, qu'aux prisonniers, qu'aux jeunes qui se fait un dessin de dauphin, enfin, peu importe, peu importe. Mmh. Je trouve qu'on a toujours, dans les moyens les plus libertaires d'expression, on a toujours des gens qui viennent nous rabattre le,
cette idée de liberté avec des normes, avec des critères, avec une appropriation des choses, comme le fait la politique de toute manière, pour cloisonner et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, tout est bien. Si on veut que les tatouages soient que des œuvres d'art, ben, éduquons les gens, voilà, avec plein d'ouverture, bien sûr. Et lors de ton exposition que j'ai pu voir à Paris, Être l'eau même en bas, qui a eu lieu en novembre-décembre, j'ai vu aussi dans la dernière partie, tu m'as montré une œuvre phare. Tu peux nous en parler un peu De la sculpture, oui, avec, voilà. avec un bout de moi. Voilà, c'est une. Alors, l'œuvre, c'est un boîtier, une espèce de boîte qui s'ouvre. Sur la face, il y a un petit poème qui s'appelle Oreilles. Donc, c'est un petit jeu de mots entre l'oreille et au roi du monde, à vous qui avez un pouvoir. Et alors, l'œuvre a été pensée dans un moment où où j'avais beaucoup de réflexions sur la lutte et sur la capacité que certains ont de censurer les autres. Voilà. Et la réflexion par rapport à la censure est née, c'est-à-dire je suis parti de l'idée que la censure, c'était si j'étais censuré moi, je ne pouvais pas être plein. Donc j'étais coupé en deux, on me coupait en deux, on m'empêchait d'être un et indivisible. Et suite à ça, j'ai été invité à proposer une pièce pour une exposition qui était contre la censure. C'est une exposition qui était à Rome, qui était présentée à Rome. Et voilà, pour moi, la réflexion, c'était de me dire, dans l'histoire de l'art, oui, il y a des gens qui se sont aussi coupés en deux, notamment les oreilles. Alors, il y a Petr Pawlowski assez récemment, il y a Van Gogh, mais il y a aussi la manière dont on a de couper les gens dans l'histoire. Il y a qu'à voir ce qui se passait, par exemple, avec l'esclavage, et puis bien d'autres formules de diviser les gens. Alors, ça reviendrait aussi à la formule dont je parlais par rapport à la politique tout à l'heure. On coupe les gens, on coupe les groupes, et puis même à l'intérieur des groupes, une fois qu'on a divisé les gens, on les coupe eux-mêmes en deux, en censurant tous leurs droits. Et donc l'idée, c'était de dire, comme je ne veux pas travailler contre la censure, mais exprimer plutôt une version positive de ce qu'on peut en faire, en fait. C'est pas la censure qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on construit à partir de ça. Parce que comme on ne décidera pas de la censure, par contre, on peut décider ce qu'on peut en faire. Et du coup, voilà, si on m'empêche d'être plein et si on me coupe en deux, la seule liberté qui me reste, c'est de me couper en deux avant que ça soit fait par quelqu'un d'autre. Et à partir de ça, donc, je me suis ôté le lobule de l'oreille gauche, qui fait référence aussi aux artistes qui ont fait la même chose. Et j'en ai fait une espèce d'œuvre sculptée. Et cette œuvre est en vente. Et l'idée, c'est de dire que cette sculpture permettra de ramasser de l'argent, que cet argent sera la totalité de l'argent ramassé sera divisé en 7 et que ces 7 parties iront financer 7 projets de défense de la liberté, en espérant trouver plusieurs formats de travaux. Voilà. Alors, il y en a quelques-uns déjà en tête. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que cette œuvre a été montrée une fois à Rome, une fois à Paris, et qu'elle est vraiment... voilà, les retours que j'en ai sont vraiment assez loin de l'intention que j'avais au départ. Voilà. Et quelle est ta profession artistique? Je suis plasticien dans le sens où ça fait toujours un peu pompeux, comme on me dit, mais ouais, je suis plasticien dans le sens que je touche un peu à tout avec plusieurs outils plastiques. Voilà, je suis artiste plasticien. Voilà, il y a des artistes peintres qui utilisent que la peinture. Voilà, je me revendique aussi d'avoir d'autres outils comme le tatouage ou la performance qui font que ça remet en questionnement l'utilisation même de la peinture. D'accord. Et où exerces-tu, en fait? Je suis à côté de Clermont-Ferrand. Je suis dans un petit village à côté de Clermont-Ferrand. Et je suis là depuis, je sais pas, une quinzaine d'années. Voilà, donc, et aujourd'hui, je vis et je travaille dans mon atelier avec ma femme qui est luthier. Donc, on a
Voilà, il y a encore là une croisée des intérêts. Et cet atelier est ouvert sur la rue. Donc, ça fonctionne vraiment comme un tiers-lieu. C'est un lieu dans lequel on habite, dans lequel on travaille et dans lequel on reçoit des gens qui viennent du curieux à celui qui vient voir mon travail ou celui d'Elena, ma femme. Et trouves-tu que dans ta ville ou dans ta région, il y a des facilités pour exposer et donner à voir tes œuvres? Eh bien, bah, autour de moi, il n'y a pas beaucoup de salles, en tout cas de salles d'exposition, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lieux où on peut exposer. Mais généralement, les lieux sont pas très cultivés eux-mêmes. Ah Voilà. oui. Il y a des beaux lieux, et puis il manque d'intention aussi. Et puis voilà, puis moi aussi, je suis certainement pas très actif à l'intérieur même de ma région. Ça fait 20 ans que je suis ici. J'ai en Auvergne en tout cas, j'ai à mon actif une centaine d'expositions et j'ai fait, je crois, 3 ou 4 expositions en Auvergne. Donc effectivement, c'est pas là où j'ai le plus montré mon travail, mais ça va changer. La prochaine D'accord. exposition aura lieu à l'Opéra de Clermont-Ferrand Oui. et je suis en train de reprendre contact avec le réseau clermontois pour voir s'il y a des choses à faire. Voilà. Et arrives-tu à vivre de ta profession? Eh bien, ça fait en fait depuis 98 que j'ai choisi de faire ce métier. Oui. Et le mot a des valeurs plus ou moins différentes selon les années. Voilà. C'est-à-dire que là, on est plutôt en mode survie et que voilà. Mais l'intérêt pour moi, c'est jamais le regard financier parce que si le SMIC il est à 1200 balles aujourd'hui, pour moi, je suis loin de ça. Voilà. Donc le seul intérêt pour moi, ce que je disais, c'est comme je l'ai rêvé quand j'étais gamin, c'est le vrai luxe, c'est de pouvoir le matin ouvrir ma porte, alors même je n'ai même plus ouvrir ma porte, hein, j'y vais en chaussettes, c'est de pouvoir dispenser de tout mon temps avec l'arme qui, je trouve, la plus jolie pour changer ce monde. Voilà. Et j'ai toute ma journée pour ça, et ça n'a pas de prix. On pourrait rediscuter de ce qu'est vivre aujourd'hui ou gagner sa vie, notamment avec les réflexions sur le salaire minimum revendiqué par certains politiques. Bon, on n'en est pas là. Peut-être nos enfants ou nos petits-enfants découvriront la valeur de la vie autrement que comme on nous la donne à voir aujourd'hui. Voilà. Mais ça me va bien. Voilà, j'ai la richesse du temps que j'ai. Voilà. Ça n'a pas de prix. Ça, c'est important, oui. Et comment tu diffuses tes créations? Les créations sont du. Alors, j'ai un site. C'est vrai Oui. que Internet est arrivé dans mon travail dans les années vers 2000, 2020, je dirais, quand on a eu accès à Internet en Auvergne, à Clermont-Ferrand, où j'habitais avant. Et depuis, je me suis toujours intéressé à. D'ailleurs, mon travail est très lié à ce qui se passe sur Internet depuis 2000. Je réalisais des milliers de portraits sur Internet dès 2001, je crois. Donc, j'ai un site, j'ai les réseaux sociaux habituels. J'ai fait quelques lives. Voilà, je fais quelques lives de temps en temps. Et puis ensuite, les galeries, essentiellement les galeries après. Voilà. Donc, tu t'appuies sur un réseau local, régional ou Non, non, national? vraiment, ça a été très peu local. Oui. Et voilà, j'expose surtout à Paris, et puis après, voilà, en Italie. J'étais à Hong Kong, à Bâle, voilà, quelques petits écarts nationaux et internationaux. Oui. Enfin, internationaux, mais vraiment, ouais, l'essentiel, c'était à Paris. Et Avec de belles expos aussi, en Ardèche. Bon, il y a eu de beaux projets aussi, y compris ici en Auvergne. Les 2 dernières expos que j'ai fait en Auvergne j'avais de beaux espaces, c'était assez intéressant. Voilà. D'accord. Et quel est ton regard sur l'art contemporain? Et je reste toujours très curieux, comment dire. La première œuvre d'art contemporain, si je peux dire, que j'ai rencontrée, c'était à Rhodes, et c'était une œuvre de Soulages, je devais avoir 12-13 ans.
Ah oui. Et quelqu'un m'a pris par les épaules en me disant déplace-toi et regarde à nouveau. Et pour moi, ça, c'était magnifique. Pas à l'œuvre, mais ce qu'on faisait de l'œuvre. L'œuvre me déplaçait, en tout cas m'invitait à me déplacer. Et pour moi, l'art contemporain, eh ben, je le lis toujours à l'instant où je regarde, à l'instant où elles sont faites, ces œuvres, et j'ai toujours la même curiosité. Voilà, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse penser les choses de manière complètement différente. Je trouve ça toujours extraordinaire que des gens se positionnent socialement comme des artistes contemporains dans une société où le chiffre compte plus que le temps. Mhm. Et ça ajoute forcément de la valeur à ce que je regarde. Et ensuite, il y a ce que les gens mettent dedans et comment ils le mettent. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai grandi avec le body art, par exemple. Donc, c'est vrai que les gens allaient déjà très, très loin dans les années 70, 80. Voilà, on avait rencontré Michel Journiac avec voilà, des gens qui étaient vraiment très, très engagés sur divers sujets. Et Mhm. aujourd'hui, je suis toujours heureux que ça continue. Alors, c'est vrai qu'on a vu, on voit la peinture figurative revenir en force Mhm. et qu'il y a il semble qu'il y a une espèce de combat entre l'art contemporain et l'art peint. Voilà. Moi, j'ai dit, il y a toujours autant d'outils différents pour des gens différents. C'est super. Voilà. Tu as un peu répondu à la question que je vais te poser là. Penses-tu que l'art doit être engagé ou au contraire qu'il doit se tenir à l'écart des grands sujets de la société? Moi, je pense que l'art ne doit rien. Oui. Est-ce que nous, on doit quelque chose à l'art? Eh ben, je dirais c'est au regard de chacun. Chacun voit bien s'il a envie de faire, j'en sais rien moi, quelque chose qui soit vendable, Oui. bankable comme on dit. Est-ce que le mec est prêt à se clouer le scrotum sur la place rouge pour attaquer les idées politiques de son pays? Ben oui aussi. Est-ce que l'un rend nul l'autre? Ben, pas du tout. C'est complètement complémentaire. Regardons les gens qui sont autour de nous. Il y a des gens qui se posent 4 questions, il y en a qui n'arrivent pas à s'en poser une seule. Les deux vivent et semblent plutôt heureux. Donc voilà, comme encore une fois, comme notre système politique. Moi, j'ai des idées sur ce système politique représentatif qui ne représente rien du tout que la division, mais la plupart des gens qui vivent autour de moi pensent que ce système est le bon. Et ben voilà, c'est très bien. Moi, j'essaie de questionner, de continuer de être avec dans un Mhm. système qui ne me convient pas, mais c'est le choix du plus grand nombre. Donc, apprenons, apprenons. Voilà, donc soyez engagés si pour vous, je pense que quelqu'un d'engagé ne peut pas être différent qu'engagé. Et je pense que quelqu'un qui... Alors, le problème du contraire d'engagé, ça serait quoi? Dégager, ce serait pas très joli, ça serait péjoratif dans ma tête. Donc, quelqu'un de peut-être plus léger, peut-être plus fin, discret, je sais pas, quels seraient les beaux mots à l'inverse d'engagé. Désengagé? Ouais, non, ça serait péjoratif. C'est certainement un positionnement aussi très euh, qui peut être vu d'une manière positive, de ne pas être engagé. Ceux qui sont bankable, ceux qui sont engagés, ceux qui sont plus discrets, ceux qui ont un travail vraiment purement plastique. Parce que comment dire, pour revenir à la question de tout à l'heure, effectivement, j'ai été très touché par l'œuvre de Soulages, qui était une œuvre peinte, ou l'œuvre d'Opalka, qui était aussi une œuvre peinte, même si on déborde un peu et qu'on est un peu loin de la figuration. Mais Bill Viola m'a énormément touché, on est dans la vidéo. Gazurowski m'a énormément touché, alors qu'on est dans un principe de liaison entre la vie et la peinture, qui est pour moi plus seulement l'objet peint. Et voilà, Robert Filiou m'a énormément touché. Et finalement, petit à petit, j'étais plus touché par les œuvres qui n'étaient pas forcément peintes que les œuvres liées à la peinture elle-même. Et, et ça m'a toujours plu, voilà, d'avoir d'autres signes qui arrivaient et parfois qui étaient pour moi complètement indescriptibles. Voilà, cette année, j'ai découvert l'opéra, donc on va voir beaucoup d'opéra. Je suis comme quand j'avais 13 ans devant l'œuvre de Soulages. Je me fais bouger, je me fais décaler, je prends un plaisir fou. Voilà. Et je pourrais dire que je prends le même plaisir quand je vais à la pêche, quand je fais de l'aïkido, voilà, qui m'apprend aussi à vivre physiquement ce vers quoi je m'oriente mentalement.
Voilà. Sauf que l'outil, c'est plus tout à fait l'expression du corps sur une toile, c'est l'expression de mon corps avec un partenaire. Voilà. D'accord. Et quel serait ton souhait pour l'avenir en vue d'améliorer la situation des artistes visuels? Quel serait mon souhait? Ah ben, il y en a plein de souhaits, forcément. Ce serait déjà peut-être arriver à leur redonner la parole, que forcément vous œuvrez dans ce sens-là. C'est toujours très difficile de dire en général, hein, mais c'est vrai que soit on n'est pas très à l'aise avec la parole pour expliquer son travail, soit carrément on ne nous la donne pas. Ça, c'est plus simple. Ça donne l'éclairage à ceux qui présentent des expos. Je pense que au-delà de ça, au-delà du fait qu'on pourrait considérer qu'un artiste visuel n'est pas très différent d'un artiste musical et qu'en ce sens-là, le temps de préparation serait à identifier comme un temps qui est possible d'être rémunéré, comme des gens qui œuvrent pour la société. Donc, on pourrait avoir l'intermittence ou un équivalent, ou un RSA, ou au moins le RSA. Ça serait au moins sympathique, pour pas dire obligatoire. Je dirais, je pense qu'au-delà de ces choses un petit peu formelles, si j'avais un souhait, ça serait qu'on apprenne à l'école, qu'on nous apprenne, hein, parce que j'aurais aimé apprendre ça, qu'on nous apprenne à poser 4 questions. Voilà. Donc, si on peut souhaiter aux artistes quelque chose, c'est qu'ils aient en face un public qui, petit à petit, se libère pour poser 4 questions sur les œuvres qu'ils ont en face d'eux. Parce que finalement, les œuvres sont comme autant de personnes qu'on rencontre. Et voilà, tu peux voir, toi, qui c'est qui, dans ta vie, s'arrête, prend le temps pour te poser 4 questions, entendre réellement tes questions, et te renvoyer quelque chose et avoir une vraie discussion comme ça. Je pense que même moi, j'ai beaucoup de mal à le faire. On n'est pas forcément appris dans ce sens-là. On nous apprend toujours ou souvent à poser les questions dont les profs ont la réponse. Et c'est pas ce genre de questionnement que j'aimerais trouver à l'avenir et que j'essaye de proposer à mes enfants, justement. Voilà. Voilà ce que je pourrais proposer pour les arts visuels, mais au-delà des arts, pour la culture, pour le monde politique, pour nous tous. Posons-nous 4 questions, tout simplement. Au-delà de ça, c'est apprenons réellement et sincèrement à avoir un vrai échange. Pas que j'attende ce que tu me dises pour arriver à te contrer. C'est ce qu'on voit sur les débats politiques qui n'ont aucun espèce de sens. On parle de rien, on perd du temps. C'est des feux d'artifice qui servent à rien. Il nous faut perdre notre focus, comme la plupart des médias. Mais c'est quoi un vrai échange? Même moi, je suis pas sûr de savoir réellement ce que c'est. Hein. C'est vrai que j'essaye de mettre ça en place sur les œuvres. Je donne mes outils et je laisse la place. Et à un moment donné, je regarde ce que l'autre écrit sur mon support. Et parfois même sur mon propre corps. Bon, c'est une forme de dialogue. Voilà. Est-ce qu'on peut en inventer d'autres? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, effectivement. Et es-tu engagé dans une association, un collectif ou autre? Eh bien, alors, oui. Alors, je suis déjà engagé dans mon club d'aïkido, voilà, où j'évolue avec l'ensemble des gens. C'est pas juste une pratique sportive, c'est un art martial dans toute sa dimension. Donc, bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre interview plus tard, parce que c'est tout un monde à part. Et ensuite, je suis aussi, voilà, j'ai pris la présidence d'une association caritative qui œuvre à Madagascar. L'association s'appelle Fasasoma, Fasasoma. Vous le trouverez sur Internet, fasasoma.org. Donc, cet asso existe depuis 26 ans. L'idée jusque-là, c'était d'arriver à collecter ici des sous. Alors, 12 centimes ici, on le transforme là-bas avec un repas scolaire. Ce qui fait que pour des raisons purement économiques, les enfants, au lieu d'aller travailler, ils sont amenés à l'école pour qu'ils puissent manger gratuitement. Ça coûte moins cher aux parents d'avoir ce repas gratuit que de faire travailler leurs gosses pour 8 centimes d'euros la journée à casser des cailloux sur le bord de la route. Donc, l'asso a fait ça, on s'occupe d'un millier d'enfants. Voilà, et petit à petit, on est en train de faire évoluer ça aussi, d'arriver à créer des cellules complètement autonomes dans lesquelles les enfants vont venir apprendre à travailler le jardin et apprendre à se nourrir eux-mêmes tout en étant à l'école, tout en travaillant à l'entretien du puits, etc., etc. Voilà.
Ça, c'est un gros projet qu'on est en train de faire Ah naître oui, en effet. et qui est complètement lié avec l'art parce que dans l'asso, il y a des membres aussi qui proposent des ventes d'œuvres d'art, qui proposent aussi des grosses ventes d'œuvres d'art collectives, etc. Et puis, c'est une asso aussi avec laquelle je mets mon travail souvent en résonance. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on veut changer le monde, les grands discours, les grandes peintures, c'est très bien. Et quand on met quelque chose de pragmatique avec, c'est une petite résonance aiguë, mais c'est une vraie résonance dans le monde que je côtoie. Ouais, j'avais monté, par exemple, une série dans laquelle les gens étaient invités à acheter des petites gommettes rouges, alors les mêmes que les galeristes mettent à côté des toiles vendues. C'était une réflexion sur l'acte de propriété dans les droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est tous égaux, mais que certains peuvent et ont la capacité d'acquérir le bien public, qu'est-ce qui reste aux autres, comment ça se passe, etc., etc. Voilà, donc les gens achetaient des petites gommettes à 1 € qu'ils mettaient sur mes toiles au lieu de mettre sur le mur. Et ainsi, c'était une espèce d'image du fait que les gens achetaient une partie de ma toile. Ils achetaient le bien public, une toile dans une galerie, petit à petit, et mis en partie, et découpé en partie, et acheté par des personnes. Comment contrebalancer ça? Encore une fois, l'idée, c'était de reverser tous les euros collectés à cette association. Donc, pour chaque point rouge qui nous empêchait de voir l'œuvre dans son ensemble, on avait à l'autre côté, de l'autre côté de l'hémisphère, dans l'hémisphère sud, un enfant qui arrivait à aller à l'école 2 semaines. Voilà. Oui. Donc, perdre sa propre culture, ça peut équilibrer aussi les choses là-bas. On s'aperçoit aujourd'hui que Madagascar, alors, c'est le premier pays qui est touché par une catastrophe climatique. Le sud de l'île est ravagé. Et on va très, très vite comprendre où il faut qu'on se rééduque par rapport à la perte. Et il va falloir échanger vite parce que ces gens-là vont monter, évidemment. Et comment pourrait-il faire autrement? Et on va perdre de toute manière parce qu'il va falloir partager. N'avons-nous pas suffisamment de connaissances en histoire? Sommes-nous toujours avec ce déni qui nous empêche de reconcevoir ce qui s'est déjà passé pour ne pas prévenir ce qui va arriver et de petit à petit, voilà, concevoir les choses différemment avec la perte, tout simplement, plutôt que le gain. Voilà, en tout cas, cette association m'a permis de comprendre énormément de choses, d'aller là-bas, de comprendre ce que c'était que la misère, de comprendre ce que c'était qu'un être humain qui est en train de mourir de faim, quand les autres s'achètent des bateaux de 300 mètres avec une piscine pour pas se mouiller les pieds. C'est un truc inconcevable. Pourquoi il y a des gens qui ont 48 millions d'euros pour s'acheter une peinture sur toile? Quand j'ai vu des gamins avec les os complètement à l'air, qui n'avaient même pas une pommade pour soigner leurs blessures, mais c'est un truc qui est inconcevable. Alors effectivement, on peut dire de moi que je suis engagé, c'est parce que je ne suis pas juste engagé, c'est que je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Je trouve ça... voilà, Mandela avait une phrase, il disait lutter contre la pauvreté, c'est pas un acte de charité, c'est là qu'on exprime la justice humaine. Voilà, c'est pas juste ce qui se passe dans ce monde. Et bien sûr, comme on me dira que je suis naïf mais oui, non, c'est juste, pas juste. Voilà. Oui, en effet. Et enfin, pour terminer notre entretien, quel verbe ou adjectif te définirait le mieux? Alors, ça dépend. Si c'est ma femme qui doit définir le verbe qui me représente, ça va pas être la même chose. Je dirais que de toute manière, peu importe, j'ai toujours imaginé qu'on était un peu tout, que nous tous, on avait toujours un peu les mêmes caractéristiques, à des degrés divers. Et que pour chaque caractéristique, on en avait les qualités et en même temps des défauts. La preuve, c'est que les gens nous quittent pour les mêmes raisons qu'ils sont venus vers nous. Ils nous détestent pour les mêmes raisons qu'ils nous ont aimés. Je me sens tour à tour assez intelligent et le plus bête au monde. Je me sens assez doué puis maladroit comme pas deux. Et je dirais que j'ai un peu un sentiment plein, dans le sens que pour chaque chose qui pourrait me définir, je me sens aussi engagé que incapable, que impuissant, on va dire. Je me sens aussi pertinent qu'idiot la plupart du temps.
Bah, peut-être c'est ça qui me définirait, parce que je me sens un peu tout. Je suis Mmh. multiple, persistant. Non, ça se dit persistant? Pour une Insistant, oui. Persévérant peut-être? persévérant? Ouais, persistant, c'est plus un état de matière. Bah, je suis persistant parce que je suis pas mort, mais encore. Mais voilà, ouais, peut-être je suis, j'ai oublié le mot, mais ouais, quelque chose de l'ordre de la persévérance, quoi. Parce que j'imagine que je suis au bon endroit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le mot, hein, on dit, je suis centré. J'ai l'impression d'être à peu près centré. C'est-à-dire, j'ai à peu près défini les outils qu'il me fallait, le temps. Le rapport aux autres est très, très compliqué pour moi, donc je travaille dessus et le rapport aux autres avec mon travail est extrêmement difficile, mais j'espère qu'il me reste encore plein de temps pour pouvoir, trouver les moyens de me questionner, de changer mon rapport au monde pour pouvoir m'assouplir parce que quand on se croit, ce qui est certainement mon cas, quand on se croit un peu engagé, et le problème, c'est que il y a toute la rigidité qui vient avec. Et la première chose qu'on renvoie aux autres, c'est un sentiment de culpabilité. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, si t'es pas engagé, ah bah, t'es dégagé. Ben non, mais c'est terrible de dire ça. Et en plus, c'est pas Mmh. du tout ce que je pense. Comme je disais, tu peux avoir vraiment un engagement complètement silencieux et tout aussi formidable. Voilà. Merci Sébastien, à bientôt. Ah, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup.